Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez le Mbongi Show. C'est notre dernière émission pour cette saison 2016. Avant que nous vous retrouvions à la rentrée prochaine, nous allons aujourd'hui aborder l'actualité d'un parti qui lui-même, du côté de Brazzaville, de Mabombo, de Pointe-Noire et de Kakamweka, fait parler de lui, pardon. C'est l'UPADES. L'UPADES du professeur Pascal Lissouba. L'UPADES qui n'est devenu depuis quelques mois que l'homme de lui-même, son secrétaire général, non, son premier secrétaire, M. Pascal Tatimebiala, se donnant en spectacle à Brazzaville, se donnant en spectacle aux côtés de la majorité, viré du FOCA, donc cette organisation qui compose l'opposition. Aujourd'hui, le parti est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Alors, il était important pour nous, pour conclure cette saison, d'avoir sur notre plateau un homme, ce n'est pas le coordonnateur que vous avez vu ici, mais le premier secrétaire de la section Paris-Île-de-France de l'UPADES. Je vais parler de M. Moeni Ivolo Didier. M. Moeni Ivolo Didier, bonjour. Bonjour Sid et merci pour l'invitation. Merci à vous aussi déjà d'avoir accepté, puisque le moment aujourd'hui n'est pas propice pour vous de pouvoir comme ça vous présenter devant les médias, puisque l'actualité qui vous concerne reste quand même assez spéciale, puisque votre premier secrétaire est accusé en fait de choses graves. Aujourd'hui, votre parti est mis à l'index et vous-même, aujourd'hui, vous savez que les choses deviennent un peu difficiles pour parler d'une manière aussi libre au nom de l'UPADES. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Pour partager ce moment avec vous, je serai en compagnie de M. Bedel Baona. Bedel, bonjour. Bonjour Sylvain Kosso, bonjour M. Didier. Bonjour Bedel. Arsène Poiti, bonjour. Bonjour Cyr, bonjour M. Didier. En fait, on constate que à l'UPADES, il y a autant de Pascal que de Didier. Très beau constat, Arsène Poiti. Je vois que les choses commencent bien, Didier Ivolo, vous avez bien compris. Voilà, quand vous avez bien identifié, peut-être qu'un Didier en cachera un autre, et enfin Pascal aussi, on a caché bien un autre aujourd'hui. Alors, on va parler d'un Didier, surtout vous qui êtes là, et d'un Pascal. Alors déjà, Didier Moeni Ivolo, l'actualité que nous avons aujourd'hui, notamment ici au sein de la diaspora, c'est déjà un événement qui a marqué tous les esprits. C'est l'incendie de l'ambassade du Congo. Alors on a vu des images assez catastrophiques, il faut quand même le dire ainsi. Une voiture qui brûle, des vitres cassées, il n'y a pas eu mort d'homme, Dieu soit loué. Et pourtant quand même cela a marqué des esprits et a même créé un climat un peu tendu entre le Quai d'Orsay et Brazzaville. Alors déjà vous, à l'UPADES, comment avez-vous vécu ce moment qui a surpris énormément de Congolais de la diaspora? Alors, il faut dire qu'au niveau de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, cet événement a été vécu avec beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse puisque l'ambassade représente notre pays, mais dans le même temps, lorsque une population n'a plus droit à la parole, lorsqu'une population ne sait plus par quel canal s'exprimer, évidemment, comme disait Hannah Arendt, là où les mots ne sont plus supportés, apparaît souvent le massacre. Donc je pense que si nous déplorons tous le fait que notre ambassade a été saccagée, mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau, il faut s'interroger aussi sur les causes de cette violence, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné une partie de la population qui est inquiète aussi par rapport à la situation nationale, par rapport à ce qui se passe au pays, soit amenée à avoir cette réaction que nous pouvons aujourd'hui déplorer. Est-ce que vous diriez que donc la violence est aussi une réponse à la violence? La violence est légitime, la violence a tel sens pour vous, dans ce cas précis, en l'espèce? C'est ce que vous voulez dire? Parler du sens de la violence, c'est un sujet assez complexe. Mais une fois de plus, lorsque des populations meurtries, des populations qui veulent voir le Congo repartir vers le chemin de la démocratie, vers le chemin du progrès social, n'en trouvent pas la solution, évidemment, la violence peut être à un moment donné une solution pour arrêter la violence. Je prendrai l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Les Occidentaux n'auraient pas trouvé d'autre solution pour arrêter Hitler ou encore les militaires japonais, sinon que utiliser la force militaire. C'est toujours déplorable puisqu'il y a, là, Sir Makosso rappelait qu'il n'y a pas eu de perte en termes de vies humaines. Mais attention, ça pouvait aussi arriver puisque quand la violence est là, on ne sait jamais quelles sont les conséquences. Donc, voilà.
Alors, pour parler des conséquences aujourd'hui, vous avez bien suivi les commentaires, en fait, Didier Moni-Volo sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont réjouissés très bien en disant que voilà, ben, il fallait que ça arrive. En vous entendant un peu sur une réponse un peu ambiguë, si vous me permettez, parce que vous dites, bon, on condamne, mais on comprend. Alors, exactement, est-ce que déjà, vous comprenez ou vous avouez aujourd'hui que vous soutenez peut-être ceux qui étaient à l'origine de cet incendie, alors, finalement? Ce qui m'a étonné, monsieur Sir Makosso, c'est de voir tout ce débordement de commentaires sur Internet, ce que j'ai vu très peu quand Sassou était en train de tuer dans le pool, ce que je n'ai pas vu de la part des politiciens congolais lorsque le fils de Sassou Nguesso a organisé un événement à Dolisie, événement lors duquel il y a eu quand même l'assassinat d'un jeune collégien de 15 ans. Donc, soit on est dans une logique de condamnation des violences, soit... Voilà, on est parfois complaisant. Du côté de Brazzaville, on a accusé la diaspora en disant que voilà, ce sont les militants ou les combattants de la diaspora qui sont à l'origine de cet incendie, même si l'enquête pour l'instant n'a pas encore prouvé. Est-ce que vous pensez qu'on allait trop vite en besogne ou bien les tensions qui existent actuellement seraient propices à un tel commentaire? Je pense, comme vous dites, qu'on est allé trop vite en besogne parce que, bon, la police et la justice française sont en train de mener les enquêtes, donc il faut attendre les conclusions des enquêtes, mais je peux aussi vous dire que ça peut être aussi l'œuvre des fanatiques du pouvoir pour nuire au combat des Congolais de la diaspora. Peut-être que les gens ont la mémoire courte ou font semblant, mais Sassou c'est le premier espion congolais. Vous savez, le plus vieux métier du monde, c'est conspirateur. Et qui est le premier conspirateur au Congo? C'est Denis Sassou Nguesso. Quand Ngouabi arrive au pouvoir, Denis Sassou Nguesso est celui qui a été mandaté par Marien Ngouabi pour créer les services secrets au Congo et commencer à construire des événements de type conspiration. Donc, je ne dis pas que c'est une conspiration du pouvoir, je dis je m'interroge. Je m'interroge parce que depuis que les Congolais de la diaspora manifestent contre la dictature de Brazzaville, l'ambassade du Congo est l'une des ambassades les plus sécurisées en France. Et peut-être l'ambassade africaine la plus sécurisée. Allez-y à la place du Venezuela, vous verrez comment les gendarmes, les policiers sécurisent. Et comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la sécurité de cette ambassade pour que des simples, même si ils sont frappés du vocable de combattants, n'exagérons pas, hein. En France, on ne se promène pas avec les armes comme dans les rues de Brazzaville, même si on est les enfants ou les parents des membres du pouvoir. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va laisser faire les enquêtes policières et les enquêtes de justice, mais on peut aussi s'interroger sur comment des simples individus sont arrivés à poser de tels actes dans une ambassade qui serait parmi les plus sécurisées de la place de Paris actuellement. Alors, vous parlez de diaspora, revenons en fait à cette actualité. Vous avez vu un membre de la diaspora, Alain Mabankou, parcourir en fait les chancelleries. On l'a vu à l'Élysée, on l'a vu tout récemment au Quai d'Orsay, déjà pour sensibiliser toutes les autorités françaises par rapport à la crise que le Congo vit, cette crise post-électorale. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la diaspora a tout à faire pour que les choses changent au pays, et notamment aujourd'hui Alain Mabankou suppléant quasiment les politiques dans cet activisme pour faire partir Denis Sassou Nguesso? Alain Mabankou est dans son droit. Au lycée, on nous a enseigné ce qu'on appelait à l'époque la littérature engagée. Voilà. Moi, je pense que Alain Mabankou, c'est un écrivain qui fait honneur à notre pays et à l'Afrique tout entière, même si j'ai trouvé dommage que lorsqu'il a pris ses fonctions, lorsqu'il a obtenu cette chaire de littérature au Collège de France, que l'Afrique n'a pas relayé l'information comme il le fallait. Alors, est-ce que Alain Mabankou relaie les hommes politiques congolais? Je ne pense pas. Je pense qu'il est dans son droit, en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, de porter aussi le message de la démocratie. Il le fait à plusieurs égards, donc pourquoi il ne le ferait pas pour le Congo? Je soutiens totalement l'action d'Alain Mabankou et je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un plus dans le combat des Congolais. Vous savez, je n'ai jamais été aussi fier des Congolais comme je le suis aujourd'hui. Jamais dans l'histoire de la diaspora africaine en France, on a vu une population aussi déterminée dans les luttes politiques, dans les luttes pour la démocratie dans son pays d'origine. Aujourd'hui, les Congolais de France pouvaient vivre tranquillement leur vie sans s'intéresser, en tout cas sans porter attention sur la situation qui se passe dans notre pays. Or,
depuis pratiquement bientôt une année, les Congolais n'arrêtent pas à attirer l'attention de la communauté internationale et surtout du gouvernement français et n'arrêtent pas à manifester publiquement pour que les choses changent au Congo. Et Alain Mabankou, évidemment, est dans cette dynamique aussi des Congolais de la diaspora pour soutenir les forces démocratiques au Congo. Alors pour terminer, dans cet aspect actualité, vous avez vu et suivi Denis Sassou Nguesso en Chine, quasiment une semaine, signons ici et là des accords qui permettraient au Congo d'aller plus vite que cela n'a été depuis 32 ans. Est-ce que vous estimez que ces accords, tels que certains ont fait comme commentaire, mettraient en danger l'économie congolaise, notamment la circulation du yuan dans l'espace CEMAC et sa convertibilité aussi, désormais, dans cet espace déjà. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage? Alors, les voyages à l'étranger pour essayer de signer les contrats ont toujours été la marque de fabrique de Denis Sassou Nguesso. Il peut toujours signer des contrats avec les Chinois, mais à chaque fois, je pose toujours une question assez simple. J'ai un ami camerounais qui parlait souvent de l'économie enseignée à ma grand-mère. Au final, quand on a signé tous ces contrats, quel est le retour pour les Congolais? Combien d'emplois créés? Évidemment, ce n'est pas d'aujourd'hui l'histoire de la présence de la Chine en Afrique centrale, au Congo, prenant la place de la France qui aurait échoué dans sa mission de développer les pays africains. Mais je crois savoir qu'en Angola déjà, la monnaie de référence est maintenant le yuan, mais sauf que l'Angola ne décolle pas. Le développement économique d'un pays part de la pensée économique, de la pensée sociale et de la pensée politique des citoyens d'un pays. Ça ne viendra pas de l'étranger. La Chine sera peut-être un soutien dans notre développement économique, mais ça ne sera pas de la façon dont c'est fait avec Denis Sassou Nguesso, puisque, vous l'avez dit, M. Cyr, 32 ans, au bout de 32 ans, quand une méthode n'a pas donné ses fruits, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de cette méthode-là, même si on ajoute tel ou tel ingrédient? Je ne crois pas que les Congolais puissent attendre quelque chose de la Chine. Nous avons eu des belles relations économiques avec la Chine dans les années 60, où il y a eu des constructions de barrages hydroélectriques, il y a eu des constructions d'usines. On a vu un réel plus-value apporté par la coopération sino-congolaise. Mais depuis que Sassou est au pouvoir, c'est vrai, il signe beaucoup de contrats, il voyage beaucoup, mais sauf que dans le quotidien des Congolais, on ne voit pas, en tout cas, quelque chose qui change. Les Congolais restent toujours très affamés. Il n'y a pas toujours d'école, il n'y a pas de quoi se soigner. Donc voilà, moi je n'attends pas grand-chose en tout cas des voyages de Sassou Nguesso en Chine ou dans un autre pays d'ailleurs. Est-ce que vous estimez que ceux qui pensent que ce voyage a permis à Denis Sassou Nguesso de casser l'embargo international dont il était l'objet, on l'a vu en Afrique, aujourd'hui il est allé en Asie, donc les choses vont bien pour lui et son pouvoir est désormais légitime et qu'il peut continuer à faire son boulot sans pour autant tenir compte des revendications qui sont les vôtres aujourd'hui du côté de l'opposition, qui crient partout comme quoi le pouvoir n'est pas légitime, que Sassou n'a plus le droit tout simplement de gouverner le Congo. Alors, il est peut-être important de différencier deux choses. D'un côté, Sassou va toujours gouverner le Congo, puisque pour le moment, il a les clés en main et qu'en face, l'opposition se cherche. Est-ce que Sassou a une reconnaissance internationale? Je ne pense pas. Aller en Chine, visiter certains pays africains ou même la Russie, recevoir les félicitations de Poutine, je ne pense pas que cela puisse montrer le caractère international de la reconnaissance de son pouvoir. Je voudrais dire une chose, lorsqu'on a été élu, en tout cas après une élection présidentielle, lorsqu'on dit qu'on a gagné, une semaine, 2 semaines après, il n'y a aucun président étranger, en tout cas, qui vous appelle pour vous féliciter. Pour moi, c'est déjà le signe que ce pouvoir ne marche plus, ce pouvoir n'a plus de lendemain. Ce pouvoir n'a de lendemain que peut-être parce que l'opposition congolaise aujourd'hui ne trouve pas de solution pour battre Sassou. Mais sur le plan international, je peux vous assurer que Sassou ne peut compter que sur un tout petit nombre de pays qui peuvent encore lui donner droit de citer, mais parce que ces pays ont des intérêts économiques. Mais regardez un pays comme la France, qu'on a toujours dit, la France-Afrique, la France a beaucoup d'intérêts au Congo, mais et pourtant, aucun homme politique ou aucune femme politique en France n'a pris le courage de dire que je vais féliciter Sassou ou juste écrire, tweeter 2-3 mots pour dire félicitations à votre victoire.
Donc ça, c'est un signe que sur le plan international, Sassou a perdu de son aura et qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent se rassurer qu'il ne pourra plus visiter que quelques pays. Avant que tu donnes la parole à Arsène Poitiers, une dernière question déjà. Vous êtes le premier secrétaire de la section Paris-Île-de-France de l'UPADS. Une question simple, comment va votre section? Très bien, merci. On vous entend très peu. On vous voit plus ou moins dans cette tumulte aujourd'hui qui est en train de faire tanguer l'UPADS. Est-ce que vous ressentez ici de Paris ce tangage? Pas vraiment. Quand je disais que la section Paris-Île-de-France va bien, parce que avec mes camarades de la section, nous tenons toujours nos réunions. D'ailleurs, la dernière réunion a eu lieu le 18 juin. Date symbolique, hein? Certainement, si on prend l'histoire de la France, on est en France, mais la date a été décidée par rapport aux événements politiques au Congo et non pas par rapport au discours du général de Gaulle, pour lequel voilà, nous avons une grande admiration. Mais ce qui était intéressant, c'est que pendant cette réunion, tous les responsables politiques de l'UPADS en France, et d'ailleurs le représentant spécial du FROCAD était aussi avec nous. Nous avons réaffirmé la place de l'UPADS dans l'opposition au pouvoir de Sassou Nguesso. La section Paris-Île-de-France va très bien. Il suffit de voir l'actualité sur les réseaux sociaux. Vous verrez qu'il y a des réunions qui sont tenues, il y a des déclarations qui sont faites pour réaffirmer la place de l'UPADS à l'opposition, mais aussi la vision de l'UPADS quant à l'avenir de notre pays. C'est vrai, les temps sont durs, ce n'est pas facile. Nous ne sommes qu'une section, attention, nous ne sommes pas ni la coordination, ni le secrétariat national, mais n'empêche qu'avec mes camarades, qu'il s'agisse de Frédéric Levosso, de Wilfried Pongui, ou encore de Mafukila, ou de Césaire King, en tout cas nous sommes au travail pour que l'UPADS garde sa place au sein de l'actualité politique, en tout cas au niveau de la place de Paris et même au niveau de l'Europe. Arsène Poitiers. Merci Cyril. Moi j'aimerais revenir sur les différentes interventions de notre très cher Didier Moueni-Ivolo. J'espère que je n'ai pas décortiqué le nom. Sur 4 points, donc sur votre réaction par rapport à l'incident sur l'ambassade du Congo. Je vais repartir aussi sur une bonne notion que vous avez bien utilisée, conspirateur. Je réagirai un peu sur la place, donc le voyage de Denis Sassou Nguesso et en même temps de cette notion de la reconnaissance internationale. Sur la première partie, je prends déjà tout de suite mes distances. Vous faites allusion à deux auteurs, ça veut dire qu'en fait, en gros, vous citez Hitler et la réponse de l'Europe par rapport à la violence hitlérienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, la deuxième, et en même temps, vous citez aussi Hannah Arendt qui parlerait en même temps que lorsqu'un peuple, donc, pour paraphraser, qui n'est pas entendu, donc il utilise en même temps cet outil qui n'est autre que la violence, tout en sachant qu'il faut circonscrire. Hannah Arendt, c'est aussi dans cette période de guerre. Là où je prends la distance, c'est que le temps est passé. Donc de ce temps, nous avons tous tiré les conséquences du temps et on s'est dit, donc la création de l'Union européenne, aujourd'hui l'Afrique a emboîté le pas en créant aussi l'Union africaine, tout ça pour trouver d'autres moyens dans la gestion en même temps de ces conflits et des réponses que nous pouvons donner sur différentes situations qui peuvent intervenir dans notre vie ou jeune démocratie pour le cas de l'Afrique. La deuxième partie, c'est conspirateur. Vous avez nommé Sassou champion du monde de la conspiration. Oui, mais la question est la suivante. Est-il le seul conspirateur? Parce que quand on constate, on voit ce qui se passe, c'est-à-dire que parfois si Sassou essaie de faire son petit chemin crampé-crampant, c'est que derrière, il doit avoir des petits poussins conspirateurs. Même devant. Donc, et même devant. Donc je ne citerai pas, je ne repartirai pas en reprenant l'histoire. Nous n'étions pas là, peut-être que ce n'est pas notre génération. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ne rapporte pas l'histoire qu'il a conspiré pour tel coup d'État. Mais les échecs de l'insistance et de la résistance de Sassou Nguesso au pouvoir est aussi, n'est-il pas le fruit de ces mini-conspirateurs. Je ne citerai pas de nom et vous savez de quoi je parle. Alors, enfin, bon, oui, je suis d'accord avec vous sur
que Sassou peut toujours voyager, le chef de l'État, c'est bien, mais là où on ne dit pas, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, qu'un État, c'est d'abord, il faut définir une politique et définir aussi des objectifs. C'est à base de ces deux pôles qu'on peut aller signer des contrats à l'extérieur et en même temps montrer derrière des résultats que telle chose a été faite. Et enfin, la reconnaissance internationale. Alors, moi j'ai noté cette étude distance que vous venez de faire pour la première fois avec votre secrétaire national, Ken Sati-Mabiola. Dans le volet 2 de son discours, il a dit qu'il y a eu un parterre de chefs d'État, des représentations et des organisations internationales. Vous venez de dire que... Un parterre, ce serait exagéré. C'est le mot, ça il faut prendre tout simplement le volet 2 de ce que Sati-Mabiola nous a dit, dont la prestation, j'ai noté, la prestation des chefs d'État, parterre des chefs d'État, d'organisations et de représentations internationales qui sont venus, qui est le quitus de sa reconnaissance. Ça veut dire aujourd'hui, je constate tout simplement que vous venez de prendre une vraie distance. Alors, est-ce que c'est l'embrouille ou, comme on l'a dit, donc, à l'UPADES, il y a tellement de Pascal et de Didier qu'on a aussi le flou de l'idéologie et de la ligne politique de l'UPADES. C'est à vous, Didier Yvo-Lemoigny. Alors, vous avez posé plusieurs questions. Il faut essayer de... Je vais essayer donc de suivre vos questions. Donc, vous êtes revenu sur la violence. Même si nous nous démarquons de l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, mais je peux prendre des exemples assez récents. Les Américains n'ont pas hésité d'envoyer les GIs un peu partout pour arrêter les violences. L'exemple le plus marquant, c'est la guerre civile en Yougoslavie, qui donnera quelques années après la naissance du Kosovo. Qu'est-ce qui pose problème par rapport aux casques bleus qui interviennent en Yougoslavie? Et d'ailleurs, François Mitterrand avec ses collègues européens, on a beaucoup discuté, c'est le fait que quand on demande aux casques bleus d'intervenir en Yougoslavie, on ne leur donne pas le mandat d'utiliser leurs armes. Et le scandale, ça a été que nous avons eu des généraux qui ont été faits prisonniers par des groupes rebelles, et nombreux sont les pays européens qui ont demandé à l'ONU en ce moment-là d'autoriser les casques bleus de faire usage de leurs armes. Oui, à certains moments, la violence est nécessaire pour arrêter la violence. D'ailleurs, si on prend la définition même, l'essence même de l'État, c'est quoi? C'est que l'État, dans un territoire, est le seul qui a le monopole de la contrainte physique. C'est-à-dire l'État est le seul à pouvoir utiliser la violence pour garantir la paix sociale. Donc, quand on a des voyous, l'État peut utiliser la violence. C'est pour cela que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que lorsque dans une société, les gens sont privés de tout, des fois, il ne leur reste plus qu'une chose à faire, c'est la violence pour être écouté, on voit où nous sommes en France et on voit les manifestations. Je ne dis pas que j'encourage la violence qui se passe pendant les manifestations. Je ne dis pas que je soutiens cette violence. Je dis je comprends. Parce qu'à un moment donné, quand les gens n'ont pas d'autre solution, ils vont utiliser la violence. Et il appartient donc aux responsables politiques, il appartient donc aux institutions, il appartient donc aux responsables étatiques de mettre en place les conditions idéales pour que les gens puissent s'exprimer dans la société, pour dire ce qu'ils pensent, pour dire ce qu'ils ne veulent pas, et en ce moment-là, créer un débat qui fera que le pays soit apaisé et soit dans la démocratie. C'est pour cela que ce qui s'est passé à l'ambassade, je pense que pour tous les Congolais principalement, mais surtout pour les hommes politiques et même le pouvoir au Congo, il faut que nous puissions réfléchir à ce qui s'est passé. Est-ce que ça va se poursuivre ou nous allons apporter des solutions pour qu'aujourd'hui les choses changent au Congo et que les ambassades qui nous représentent tous soient sécurisées, travaillent en tout cas en toute sérénité. Pour la question de la reconnaissance internationale, je ne pense pas être en contradiction avec le secrétariat national, mais je dis seulement quand on dit par terre, ça veut dire un nombre incalculable des présidents, des représentants des organisations internationales. Or, à ma connaissance, la première organisation internationale que nous connaissons, notamment les Nations Unies, n'ont jamais félicité Sassou pour sa victoire tronquée. Les grandes démocraties, les États-Unis, la France, tous les pays de l'Union européenne, en ma connaissance, aucun
n'a félicité Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, n'allons pas loin. Même Kabila qui est juste en face, qui pouvait se mettre au bord du fleuve et, puisque Sassou habite au bord du fleuve, et lui faire un coucou en disant Ndekonangai, félicitations, ne l'a pas fait. S'il l'a fait, c'est peut-être beaucoup trop tard. Donc, attention, il ne faut pas que nous, Congolais en général, nous puissions donner du crédit à Sassou Nguesso sous prétexte que la communauté internationale soutient le pouvoir de mais ça, c'est votre premier secrétaire qui l'a dit. Hein, je veux dire, tu vas vous le déjuger par rapport à ses propos, puisque pour lui, du fait que Ali Bongo et ses autres compères aient été présents au nombre de 5 à Brazzaville, suffit pour Tati Mabiala de justifier ce côté légitimité internationale des Sassou Nguesso. Alors, soit vous dites qu'il s'est trompé, ou bien sinon il est à côté de la plaque. Merci Sir Makosso d'avoir précisé qu'il y a eu 5 présidents. Oui. Ali Bongo, sur le plan de l'analyse internationale, Ali Bongo a une grande frontière avec le Congo-Brazzaville. Ali Bongo et le Congo ont en commun une grande partie de la même population. Il s'agit là de la géostratégie et de la géopolitique. Ali Bongo n'a pas besoin d'avoir d'entrer en conflit avec Sassou, conflit qui pourrait se retrouver aussi dans son pays, puisque lui-même aussi il est en difficulté. On m'a parlé de Macky Sall. Pardon, excusez-moi de vous interrompre sur ce point. Vous dites que Ali Bongo n'a pas besoin d'entrer en conflit avec Sassou. Oui. Et pourtant, il a bien délégué M. Akombessi pour essayer un peu d'apaiser les tensions qui existent entre M. Sassou et lui-même. Parce que, sous prétexte que M. Ali Bongo aurait hébergé au Gabon les mercenaires qui étaient destinés à renverser M. Sassou. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est l'une des raisons, ou bien c'est l'un des griefs qu'on reproche à M. Mokoko, fait à M. Mokoko. C'est l'une des raisons pour laquelle Mokoko est en prison. Alors, donc vous en dites quoi? Mais vous avez commencé en disant sous prétexte. Évidemment, la politique fonctionne beaucoup avec ce terme sous prétexte. C'est pour cela que je reviens à mon analyse de tout à l'heure. J'ai dit, si je suis à la place d'Ali Bongo, je ne peux pas m'empêcher d'envoyer un représentant ou de me déplacer moi-même, puisque nous avons une frontière. Nous avons une frontière commune. Mais c'est même ça l'essence des relations internationales. Nous sommes en conflit, mais nous recherchons la paix. Donc, quand les chefs d'État se rencontrent, c'est tout à fait normal. Si on ne se rencontre pas, c'est que nous allons vers la guerre. C'est aussi dans un souci d'apaisement, de montrer qu'il n'y a pas de conflit entre nos deux pays. Donc, je fais acte. Mais faire acte de présence ou envoyer un représentant ne suppose pas soutenir, in fine, un pouvoir tel qu'il est. Pour Macky Sall, j'en ai discuté avec de nombreux Congolais qui m'ont interpellé à ce sujet. J'ai dit, mais tout petit, j'ai toujours vu des commerçants guinéens, sénégalais, maliens au Congo. La question que je me suis posée, est-ce que Macky Sall n'est pas venu au Congo pour aussi garantir à ces populations de l'Afrique de l'Ouest le fait que vous ne craignez rien, nous sommes vigilants, donc vous pouvez toujours continuer à faire du business. N'oublions pas, j'étais encore tout jeune, quand je dis tout jeune, j'exagère, j'étais tout petit, même pas à l'école primaire, lorsque Sassou Nguesso, ministre de la Défense, Marien Ngouabi, président, on avait expulsé, presque, on disait les Sénégalais, mais je pense qu'on avait expulsé les Ouest-Africains. Ça, c'est Souyombi. Souyombi, voilà, c'est vrai. Oui, donc, pour terminer, donc, ma question en tant que aussi homme politique, mais aussi quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité internationale, c'était est-ce qu'il n'y a pas eu des pressions dans ce sens et que Macky Sall était obligé? Parce que Macky Sall est un grand démocrate. Et moi-même, j'étais très étonné de voir que le président Macky Sall se déplace pour l'investiture de Sassou Nguesso, sachant que personne n'avait appelé Sassou pour le féliciter. Et donc, mon analyse s'est portée sur des réalités économiques. Connaissant le comportement de Sassou, il n'est pas exclu qu'au fine, il puisse chasser nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça a été fait avec la RDC. Hein. Tout à fait. Donc c'est pour cela que faisons très attention avec les enjeux entre États. Quand vous parlez par exemple des réalités économiques, la majorité des présidents qui étaient là, mais quand on voit aussi la majorité de ces présidents, ils sont tous en difficulté chez eux. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont les mêmes problèmes qu'ils se sont soutenus? Mais revenons, si vous le voulez bien, à l'UPADES. Oui. Alors, la première question que je voulais vous poser est la suivante. Si Tati Mabiala, dans la perspective du prochain congrès, est candidat, est-ce que vous le soutiendrez, vous?
Alors, cette question n'est pas d'actualité, puisque nous ne sommes pas encore au prochain congrès, on n'en a même pas la date. Mais le congrès, c'est dans quelques... Comment dirais-je? Ce n'est plus une question d'année. Oui, mais... C'est une question de mois. Donc, un congrès se prépare 1 ou 2 ans en avance déjà, non? Dès le jour où le nouveau secrétaire général est investi, ceux qui ont été battus préparent déjà le prochain congrès. Est-ce que vous soutiendrez M. Tati Mabiala s'il s'avise à concourir pour un nouveau mandat à la tête de l'UPADES? Vu son CV aussi chargé et long comme un bras aujourd'hui par rapport à ses acquaintances avec le pouvoir de Brazzaville. Je n'ai pas d'autre réponse à vous donner. Tout simplement, Tati Mabiala n'est pas candidat à sa propre succession. Bon, est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que ce n'est pas une éventualité? Je ne suis pas comme Nicolas Sarkozy, je ne pense pas ça en me rasant le matin. Bon, mais moi j'ai émis une condition et j'ai employé le si. Si Tati Mabiala est candidat, est-ce que vous engagez à rien, Didier Moïni-Volo? On verra à ce moment-là. Vous savez, vous avez tous rappelé ici que l'UPADES traverse des moments très difficiles. Par la faute de qui? Par la faute certainement de tout le monde, chacun pourra faire... Des militants aussi, puisque les militants... Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Je ne dirais pas que les... Non, les militants attendaient autre chose qu'ils n'ont pas eu. Et donc, on ne peut pas dire que la situation actuelle est de la responsabilité des militants. Attention, la situation actuelle est de la responsabilité des chefs de l'UPADES, notamment des chefs de l'UPADES. Du secrétariat. Donc cela signifie que vous ne les soutiendrez plus. Non, ce n'est pas ce que je dis. Attendez. Si l'occasion se présente. Bédel, si on dit que la responsabilité de la situation actuelle incombe aux militants, c'est comme si, ipso facto, on disait la situation du Congo aujourd'hui incombe aux Congolais. Non. Voilà. Donc, nous-mêmes en tant que UPADES, nous ne pouvons pas d'un côté dire que Sassou et tout son gouvernement est responsable, en tout cas ils sont responsables de la situation du Congo aujourd'hui, et dire que au niveau de l'UPADES, ah non, c'est les militants. Donc là, il y a quelque chose... C'est au moins l'argent que vous entendez en ce moment. Donc, vous ne soutiendrez pas forcément Tati Mabiala pour le prochain congrès. Nous ne sommes pas encore au niveau des soutiens à apporter à telle ou telle personne. Parce que dire que je ne soutiendrai pas Tati Mabiala, ça suppose que je sais qui je soutiendrai, mais moi je n'ai personne. Est-ce que vous êtes déjà en train de le ménager? Parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Est-ce que n'est-ce pas là le problème de l'UPADES? On ne sait pas où est-ce que l'on va avec l'UPADES. Parce que puisque là, vous ne dégagez pas déjà, vous êtes incapable de nous dire qu'est-ce que vous feriez dans 1 an, 2 ans. Est-ce que n'est-ce pas là le drame justement de l'UPADES? Le flou devant. Je dois compléter, si vous permettez, Didier Moïni-Volo. Nous avons reçu ici sur ce plateau, en fait, à votre place, le coordonnateur UPADES, M. Didier Mawel. Apparemment, on a bien compris que si lui est peut-être un peu plus âgé que nous, donc il a bien connu la langue de bois et de béton du PCT, je vois quand même que vous êtes quasiment dans les mêmes rouages, parce que ce que vous nous dites aujourd'hui, il a dit la même chose. Il dit que pour l'instant, Tati Mabiala peut continuer, on peut le critiquer et tout ça, mais on ne lui jette pas la pierre parce que on se préserve aussi soi-même pour l'avenir dans le parti. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Tati Mabiala, comme l'a dit Bédel Baouna, aujourd'hui il est mis à l'index, est-ce que vous pensez qu'il a fait son travail? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il a encore la confiance du parti pour que dans l'éventualité d'un congrès, on ne sait peut-être pas l'ordre du jour, mais dans l'éventualité du congrès, que vous, en tant que militant, responsable d'une section, notamment celle Île-de-France, pour lui apporter le soutien qui serait le vôtre, ou encore dire aujourd'hui que Tati Mabiala, vu ce qu'on lui reproche, il n'aurait plus le droit, vous en tant que militant, les autres militants le disent, mais peut-être en tant que responsable, vous hésitez de le dire, qu'il ne pourrait plus se présenter et conduire les destinées de ce parti. Et un ancien, l'UPADES, la première heure, M. Kokibene l'a dit clairement que Tati Mabiala n'a plus sa place à l'UPADES. Alors, notamment pour diriger le parti. Aujourd'hui, vous en dites quoi concrètement, Didier Moïni-Volo? Alors, je pense qu'au niveau du secrétariat national, nos responsables sont assez conscients de la situation du parti actuellement pour en tirer les leçons. Moi, en tout cas, de ma place, je suis à l'écoute de ce que disent les militants. Aujourd'hui... Et les militants disent quoi? C'est ce que je vais vous dire. Les militants nous disent combien ils ont été meurtris de ne pas avoir l'analyse du premier secrétaire quant à l'élection du 20 mars 2016. Ce que les militants attendaient, c'était, ou attendent encore aujourd'hui, c'est d'abord une analyse de ce qui s'est passé, et nous espérons que le Conseil national à venir pourra apporter des réponses aux militants. Parce qu'on ne peut pas laisser les militants dans une telle tristesse, dans un tel désarroi. Après, quant à la question, est-ce que Tati Mabiala a encore sa place au sein de l'UPADES? Certainement.
Est-ce que, en tant que premier secrétaire de l'UPADES, c'est la question que tout le monde se pose. Parce que si vous étiez venu à notre réunion du 18 juin, vous aurez su que lors de cette réunion, j'ai attiré l'attention des militants en disant que le militant de l'UPADES, du sommet à la base, doit se démarquer de cette frénésie, de cette pulsion vers l'accumulation des biens matériels. Les Congolais souffrent et donc l'UPADES doit porter une autre voix. Mais ça, c'est un problème commun à tous les partis. Même le PCT, qui est aussi censé représenter soit le peuple, vous savez très bien que on emploie une image, une métaphore, voilà, des radis. C'est-à-dire rouge comme le micro à l'extérieur, mais blanc à l'intérieur. Bon, monsieur Didier Ivolo. Non, lui, c'est pas Didier Mawé, c'est Didier Mouini Ivolo. Nous avons reçu en entretien du jour monsieur Koukebene, qui a été clair, qui n'a pas usé de phraséologie stéréotypée. Il a bien dit que monsieur Tchatchima Biala a fauté. Aujourd'hui, le premier secrétaire de l'UPADES a trahi l'UPADES. Pour ne pas dire, a trahi tout simplement le Congo par sa prise de position. C'est une prise de position inacceptable. Et moi, je l'ai dit de manière claire que Tchatchima Biala ne mérite plus d'être le premier secrétaire de l'UPADES. Ce qu'il a fait est inadmissible. Il doit être botté dehors. Voilà le langage de la clarté. Notamment en tant que dirigeant. On sait bien que M. Benoît Koukebene, ce n'est pas n'importe qui, quand même au sein de l'UPADES. Ça, vous le reconnaissez. Maintenant, donc je reformule la question puisque vous avez parlé d'un conseil national que vous aurez bientôt à Brazzaville. Est-ce que l'UPADES traverse-t-elle une tempête, une simple tempête, un trou d'air, ou bien une crise? On dira plutôt une crise. Une tempête, ce serait quand même trop fort. Parce qu'une tempête est éphémère. Ça ne dure pas longtemps, une tempête. Oui, mais la crise est partie peut-être pour durer. Maintenant, c'est par la faute de qui? Mais nous savons très bien que c'est par la faute des positions prises par le premier secrétaire du parti, qui sont mauvaises, qui au lendemain de l'élection, je termine, oui. Qui au lendemain de l'élection présidentielle, au lieu de donner aux militants son analyse sur ce qui n'a pas fonctionné, puisque même dans le fief de l'UPADES, nous n'avons pas pris beaucoup de voix par rapport aux autres membres de l'opposition. Donc au lieu de ça, à demander aux militants de se préparer pour l'élection législative ou les élections législatives. Ça, je pense, c'est une première faute. La deuxième faute, c'est de réunir le secrétariat national et réfléchir autour des propositions qu'aurait faites le PCT à l'UPADES sur les postes des ministres, des députés ou des sénateurs. Ça, c'est quelque chose que les militants n'ont pas compris. Après, il y a deux choses. Il y a d'un côté la légalité du parti, les statuts du parti, les documents du parti qui existent, qui font de Tchatchima Biala le secrétaire national du parti. Il a un mandat à terminer et à l'issue de ce mandat, les militants verront au futur congrès si parmi les candidats, il sera déjà là. Et s'il est là, à ce moment-là... Est-ce que ces statuts n'ont pas inclus, par exemple, un article, une clause, ou bien, c'est pas... De destitution, vous voulez dire? Oui, de destitution au cas où le chef aurait fauté. Mais il appartient... Et qu'il appartient aux militants, par exemple, de déposer une motion. Il appartient aux militants de l'UPADES dans différentes structures du parti, de prendre les décisions qui s'imposent, si tant est que leur responsabilité. Donc moi je suis donc tant que les militants ne prendront pas leur responsabilité, je vais juste terminer par une chose. J'ai dit tout à l'heure que nous ne pouvons pas dire pour le Congo c'est Sassou qui est responsable et pour le parti ceux qui sont à la tête ne sont pas responsables, ce sont les militants. Donc de la même manière, si nous voulons que le Congo soit un pays démocratique, eh bien, il faut que cette démocratie s'exprime déjà au niveau des partis politiques. Donc moi je ne suis pas un conspirateur, moi je n'ai aucune conspiration, je pense qu'on peut juste appliquer les statuts du parti, faisons relecture des documents du parti et voyons par rapport à ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision. Si Tchatchima Biala pense que ce qu'il a produit comme travail ne correspond pas aux attentes des militants et donc il doit donc tirer sa révérence, il lui appartient. Et s'il pense aller jusqu'à la fin de son mandat pour se retirer ou pour être encore candidat, il lui appartient. Maintenant, de notre côté, nous travaillons avec les militants pour
préparer certains documents pour le futur du parti, puisque l'UPADES reste le parti de l'opposition qui a toutes les chances de... Donc pour l'instant, M. Tchatchi Mabiala peut s'enorgueillir de votre soutien, puisqu'aujourd'hui vous dites qu'il peut rester là et faire son boulot. Je n'ai pas dit que je le soutenais. Enfin, vous n'avez pas non plus dénoncé que vous ne soutenez pas. Je suis respectueux des statuts. Il sait le travail qu'il a accompli avec le secrétariat national, donc et qui est un échec. Certainement, puisque nous avons échoué. Vous savez, le but d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Dès lors qu'à l'élection présidentielle, vous avez échoué, eh bien, tout votre travail est un échec. Mais non seulement brillamment, mais il n'a jamais expliqué quel pourcentage de voix il a obtenu. Il a obtenu, moi je peux vous le donner, il a obtenu 8%, M. Tchatchi Mabiala. Donc finalement, M. 8%, c'est bien lui. Sassou n'a pas fait 8%, ah, non, pas du tout. Je n'ai jamais employé ce chiffre. Enfin, on ne parle pas de vous, mais on voit que Arsène Poitiers, alors, par rapport à tout ce qui je dis juste, dans le monde entier, le but d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Et non pas l'accompagner. Et non pas accompagner les autres. Et donc, notamment accompagner le pouvoir en exercice aussi. Et donc, l'élection qui pointe à l'horizon, c'est une échéance. Et tous ceux qui perdent, eh ben, c'est qu'ils ont mal travaillé. Oui, et donc ils doivent prendre comme Jospin des décisions qui se conviennent. Tout à fait. D'accord. Moi, la question, c'est, vous attendez l'analyse, que Tchatchi Mabiala devait faire une analyse de son action. La dernière conférence en 5 points de M. Tchatchi Mabiala. Mais rappelez-nous les points, peut-être ça permet de raviver la mémoire de M. Moïni. Tchatchi Mabiala a abordé la proclamation des résultats, la prestation des serments, le fonctionnement de l'opposition, le climat politique et la déclaration de politique générale de M. Clément Mwamba. 5 points qui démontrent tout simplement qu'il est de la place. Vous venez de dire à la fin que vous êtes un parti de l'opposition. Ce qui m'inquiète, quand on prend le troisième point, fonctionnement de l'opposition, je vais utiliser juste des phrases de M. Tchatchi Mabiala qui a déjà mis l'opposition au passé. Donc l'UDC Frocade, enfin, qui a déclaré, a signé l'acte de décès de l'opposition. Je vous le dis, je le cite. Il parle du fonctionnement de l'opposition. Ils ont joué un rôle majeur. Ils ont joué au passé. Ils ont fait rêver le Congo. Ça veut dire que l'opposition congolaise et l'UPADES ne fait plus rêver le Congo, ni le Congolais. Ça veut dire que où se situe aujourd'hui l'UPADES, puisque déjà là, vous n'êtes plus dedans. C'est fini. C'est qu'ils ont été virés. Donc vous n'êtes plus dedans, donc vous avez reconnu le pouvoir et après vous avez au moins égratigné un peu Mwamba dans sa politique. Qui est un ancien de l'UPADES. Qui est un ancien de l'UPADES. Et pour nous dire encore que Sassou n'a pas répondu. Non, Sassou n'a pas apporté les réponses aux problèmes des Congolais. L'UPADES aussi. C'est la première chose. Le Premier ministre a fait l'impasse sur les questions de l'apaisement. L'UPADES aussi. Puisque au jour d'aujourd'hui, l'UPADES est en crise. Donc ça veut dire que l'UPADES non plus n'a pas aussi fait l'impasse, n'a pas répondu aux questions d'apaisement. Alors la question est la suivante, où se trouve l'UPADES aujourd'hui? Donc l'UPADES Mpakoti, il n'y a rien au fond, parce que l'UPADES ne propose rien du tout. Alors accepte-t-elle, donc votre parti, pardon, accepte-t-il d'être la 6e épouse, puisque Sassou et sa famille a déjà plusieurs épouses. Quand on prend dans l'éléphant, il y a Ponaekolo, vous avez le parti de Destinée, vous avez le PCT, il y a déjà plusieurs épouses. Il y a le MCDDI, et il y a plusieurs épouses. Il y a le parti fantôme de l'Okompo, il y a la donc déjà Sassou est déjà un épout à plusieurs femmes, un vrai polygame bien gâté, et il se retrouve encore que l'UPADES veut avoir aussi sa place. Il accepte, quitte à accepter même d'être une maîtresse de nuit. C'est là la question. Et on se rend aussi compte, la preuve c'est que la concurrence dans cette notion de vedette, d'épouse du quartier, c'est que aussi avec le MCDDI, puisque dans la même déclaration, on se rend compte que non, lorsque Kolela fait une déclaration en prenant acte sur la reconnaissance ou des proclamations des résultats des élections présidentielles, l'UPADES s'emboîte le pas. Est-ce que ce n'est pas une concurrence de beauté? Je ne parlerai pas de concurrence de beauté, je n'emprunterai pas
vos mots ou votre analyse, mais je vais construire mon argumentation juste autour du congrès de 2013. Le congrès de 2013 a été le congrès de l'unification, le congrès salutaire du parti, même s'il y a des critiques à avoir par rapport à ce congrès. Et lors de ce congrès, le premier secrétaire qui en est sorti a défini une ligne autour de 3 choses. Non au 3e mandat, non à la dictature, et depuis le congrès jusqu'à l'élection présidentielle, la démarche qui a été celle de l'UPADES, c'était de travailler de façon à ramener le Congo dans le champ des pays démocratiques. Et c'est vrai qu'il y a eu des incidents de parcours, mais à la date d'aujourd'hui, l'UPADES reste un parti de l'opposition. L'UPADES n'est pas en compétition avec d'autres partis pour être qui sera le plus aimé du pouvoir. Je suis militant de l'UPADES dès sa prime naissance. Nous étions parmi ceux, moi j'étais déjà dans les bureaux de vote pendant les élections de 92. Et lorsque le professeur Pascal Lissouba a créé ce parti avait un objectif et il l'a démontré, l'UPADES, parce que très vite, on oublie que l'UPADES a dirigé le Congo pendant 5 ans. On peut avoir des critiques, mais on voit très bien une partie, peut-être pas la totalité, mais une grande partie de l'argent avec lequel le pouvoir est en train de jouir. Cet argent vient quand même du travail amorcé par le professeur Pascal Lissouba. Combien se rappelle que la SNPC, en tout cas les revenus pétroliers aujourd'hui, la SNPC, c'est le travail abattu par Koukébéné, Benoît Koukébéné et Lissouba. Donc je suis triste quand j'entends tout ça, et je suis triste de voir tout ce cinéma à la tête du parti. Et aujourd'hui, si les militants sont allés voter pour Mokoko, c'est pour dire qu'ils sont en réaction face à quelque chose qu'ils attendaient de la direction du parti qui n'est pas venu. Ou encore que le parti n'a plus rien à proposer. L'UPADES est une chose, ceux qui dirigent le parti aujourd'hui, c'est autre chose. Mais ils ont un mandat. Je voudrais quand même me faire insistant sur un point, comme on dit souvent en français, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Donc l'UPADES a un idéal, et je pense, et je suis persuadé que demain, quand je dis demain, ce n'est pas demain lundi, mais dans un avenir proche, il y aura à la tête de l'UPADES des gens qui vont redonner à l'UPADES ses lettres de noblesse. Donc nous ne pouvons pas... Nsati devient frondeur alors. Donc vous ne soutiendrez pas, on vient d'avoir la réponse. Donc Nsati Mabiala, et donc Nsati Mabiala est un frondeur de l'UPADES. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Ça, la preuve, les militants nous le disent. Allez sur les réseaux sociaux, vous verrez que les militants sont très déçus. Ils attendent une réaction. Vous savez, je vais vous dire ce qui m'a déçu en premier lieu, venant de mes propres responsables. Et ça, je l'ai toujours dit, à chaque fois que j'ai été interviewé quelque part. C'est le décès de ce jeune de 15 ans, à Dolisie, et aucun responsable politique, je ne me limite même pas au niveau de l'UPADES, aucun responsable politique n'a réagi. Je me suis posé la question, où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut assassiner un jeune de 15 ans, et j'ai suivi l'interview de son père disant, le médecin légiste m'a dit que celui qui a tiré était à moins de 6 mètres de ton fils. Vous imaginez? Depuis ce jour-là, je me suis posé la question au sujet des leaders du parti, parce qu'il s'agit du fief de l'UPADES. Et moi, je n'ai pas peur d'utiliser le mot fief. Chaque parti a son fief. Même aux États-Unis, on parle du fief des républicains. Et le fait que le secrétariat national, le premier secrétaire, ne réagisse pas à cet assassinat, croyez-moi, depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est cassé dans mon cœur. Mais on ne va pas on ne fait pas non plus trop souvent dans l'anecdotique. Revenons un peu à l'UPADES, si vous le voulez, monsieur, pour ne pas nous éparpiller, monsieur Didier Ivolo. Est-ce que avant de porter Nsati Mabiala à la tête de l'UPADES, bien qu'il ait été ministre de la Défense, est-ce que vous avez bien vérifié son pédigré politique, ses accointances, ou bien sa capacité à diriger un parti? Parce que c'est tout ça. Est-ce qu'il avait un courant? Est-ce qu'il avait une motion? Est-ce qu'il avait... voilà. Est-ce que justement le péché originel de la débâcle actuelle
de fait de la pensée intellectuelle au sein de l'UPADES ne résulte-t-elle pas, n'est-ce pas, du congrès de 2013? Pour le dire en mots plus simples, est-ce que Thiatima Biala n'était pas le candidat de Sassou pour l'UPADES? Mais vous savez, c'est là où je voulais en venir. Je voulais le dire plus clairement parce que... J'ai bien compris, bien compris. Mm. Mais vous savez, si nous repartons dans l'histoire, l'Afrique, comme de nombreux pays socialistes, ont été dirigés par des systèmes à parti unique. Et au Congo, on a très peu de chances, sauf peut-être notre génération, pas nous, mais de la génération de Thiatima Biala et autres, on trouvera très peu de gens qui n'ont pas fait leurs armes au PCT. Moi, alors, personnellement, ce qui m'intéresse, ce sont les convictions politiques et non pas les accointances. Nous sommes en France, vous savez mieux que moi que les hommes politiques et les femmes politiques en France viennent pour la plupart de Sciences Po et de l'ENA. Et pourtant, sur le plan politique, ils ne se font pas des cadeaux. Parce qu'ils ont des convictions, chacun. Voilà, ça c'est mon analyse politique. Et ce qui m'attriste, c'est que dans la politique congolaise, il y a toujours un beau-père à gauche, une belle-mère à droite, une copine ici, un oncle, des affinités amicales. Non, si nous sommes dans des partis politiques, nous sommes dans des idéologies. Et les affinités viennent des idéologies et non pas du fait que j'ai ma nièce qui est mariée à X ou ma tante qui est mariée à Y. Je peux avoir un oncle, une tante qui a des amis. Moi-même, j'ai été à l'université Mariangwabi, je ne sais pas, mais c'est possible que si demain je rentre au Congo, que je puisse rencontrer des gens avec lesquels j'étais à Mariangwabi, qui sont au PCT, qui sont au MCDDI ou au RDPS. Oui. Mais cela ne veut pas dire que je leur ferai des cadeaux. Alors, vous n'avez pas répondu ici au Père Bédélon, vous n'avez pas répondu à la question Didier Mounivolo, parce qu'on pose la question, elle est simple. Pour ce fameux congrès de 2013, oui. Thiatima Biala était-il, je dirais peut-être pas oui ou non, c'est catégorique, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vu sa réaction, vu le fait qu'il ait épousé ce troisième mandat auquel il avait dit non de Denis Sassou Nguesso, qu'il n'était pas là comme pion de Sassou pour torpiller l'UPADES et la mettre aujourd'hui dans cette situation? Je ne pense pas que les congressistes de 2013 avaient cette idée en tête en disant est-ce qu'il n'est pas là pour telle ou telle chose? Et je ne pense pas. Le Congrès, en tout cas ceux qui l'ont choisi au Congrès comme premier secrétaire de notre parti, l'ont fait de bonne foi en espérant que l'équipe qu'il mettra en place va travailler pour l'alternance politique. Vous êtes sûr? Je suis sûr et certain. Moi, je discute avec... Pourtant, il n'était pas le favori. Le Congrès 2013. Oui, mais vous savez, entre... Curieusement, il y a des candidats qui se sont retirés, non? Ange-Edouard Pungui, par exemple, était candidat. Et pourquoi subitement il a retiré sa candidature? Je ne peux pas me mettre dans la tête de Ange-Edouard Pungui, ce serait bien de l'inviter pour lui poser la question. Mais je pense que l'esprit, moi je connais beaucoup de gens, même des parents, qui étaient au Congrès. L'esprit du Congrès de 2013, c'était l'esprit de la victoire. C'est-à-dire mettre en place une équipe pour gagner. Après, l'UPADES n'est pas comptable des comportements des gens. Ah bon? C'est surprenant. Donc Sassou aussi n'est pas comptable. La situation du Congo. Je dis l'UPADES, je dis le parti. Oui. Le parti en tant qu'institution n'est pas comptable du comportement des membres. Donc vous épargnez aujourd'hui le PCT en fait de la situation dans laquelle ces cadres ont mis le Congo. Il y a une... Ils ne sont pas comptables aussi. Le PCT. Mais le PCT en tant que parti est représenté par des individus qui font des choix. Donc l'UPADES est représenté par des individus. On peut toujours parler de la responsabilité d'une institution, mais on ne peut pas occulter la responsabilité des individus qui incarnent. Personnelle. Voilà, c'est une responsabilité personnelle de l'individu qui incarne l'institution. Mais on est dans le cadre de la politique. Oui. Vous savez très bien que le privé en politique, le privé s'éteint parce qu'il n'y a presque plus de distance. On est obligé d'aller fouiller dans votre privé. Qu'est-ce que vous faites? Ça, je suis tout à fait voilà. d'accord. Bon, une dernière question avant de passer la parole à mon frère Hassène. Est-ce que ne pensez-vous pas que le départ des vieux caciques, qui sont plus ou moins amis avec Sassou, peut-être, est-ce que le départ de fortes têtes, il faut les citer, Méry Martin, Tamba Tamba, Mukwege, qui sont allés créer notre parti. Est-ce que ce départ-là, justement, n'a-t-il pas fait du tort à l'UPADES? Est-ce que ce n'est pas un élément d'analyse pour la débâcle actuelle de l'UPADES? Mais bien sûr. Attention, en politique, quand vous perdez une voix, vous perdez une voix. On ne peut pas se satisfaire. Oui, la création ou le départ de ces cadres a fragilisé le parti. Après, il appartenait aux responsables actuels de redonner
une autre image au parti. Il appartenait aux responsables actuels de faire de sorte que soit ceux qui sont partis reviennent à la maison mère, soit de trouver les moyens pour que le parti garde toujours sa ferveur dans le cœur des Congolais. On ne peut pas se satisfaire du départ d'une partie du groupe, ça on ne peut pas en tirer profit. Alors évidemment, Tati Mabiala n'est plus le président du FROCAD, c'est maintenant Mounari. Tout ce qu'on peut attendre, c'est qu'elle puisse mettre en musique les partis du FROCAD et de l'IDC pour que ces partis arrivent à travailler ensemble et proposer une alternative à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que même avant Tati Mabiala, il y a eu M. Pouélé. Mais depuis M. Pouélé, le FROCAD a toujours soufflé aussi le chaud et le froid. C'est parce qu'il y a toujours eu le top à l'intérieur du FROCAD. Je voulais juste rappeler cela pour dire qu'aujourd'hui, il faut qu'au niveau de tous les opposants congolais, de la sincérité. Mounari saura peut-être faire les choses, mais en ce moment-là, il faut qu'elle soit sincère envers elle-même et sincère envers les Congolais. Du fait qu'elle ait remplacé Tati Mabiala, aujourd'hui, vous croyez que ça va redonner un nouveau souffle à l'opposition? Est-ce que vous pensez qu'il était temps que Tati Mabiala parte de la tête du FROCAD? Les Anglais disent souvent « wait and see ». Et moi, je suis dans cette posture. J'attends pour voir. Didier Mounivolo, je vais vous reposer ma question. Est-ce que vous pensez que le FROCAD a eu raison d'enlever Tati Mabiala de sa tête? Je ne me permettrai pas de juger la décision du FROCAD. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y a des bonnes raisons de le faire. Donc je suis respectueux de leur décision. Donc vous soutenez cette décision? Je dis que je suis respectueux de cette décision. Donc vous la soutenez alors, si je comprends bien, du fait que votre premier secrétaire était écarté et que vous n'arrivez pas à faire vos partis? Non, c'est deux choses différentes. Le FROCAD, c'est une chose et l'UPADES, c'est autre chose. Par contre, voilà. Donc vous soutenez cette décision du FROCAD, en fait, d'avoir évincé Tati Mabiala de sa tête? Je ne sais pas s'il a été évincé. Enfin, disons qu'il est démissionné. Prenons ça sous forme de démission. Il a été poussé vers la sortie puisqu'il y a eu un vote. Oui, tout à fait. Donc il a été. Mais pourquoi l'UPADES ne procéderait pas de la même façon? Enfin, on ne va pas demander à l'UPADES de procéder de la même façon, mais ma question était simple. Mais l'UPADES peut procéder de la même façon en respectant les statuts du parti. Vous savez, on va... Allez, non, moi, c'est la seule chose, c'est que dans un parti, il y a des institutions. Chaque institution a reçu mandat, soit pour sanctionner, pour blâmer, pour révoquer. Si on dit que, je me souviens de l'épisode que nous avons eu autour du dialogue organisé par Sassou Nguesso et que tout membre du parti qui irait à ce dialogue serait renvoyé du parti, c'est le Congrès qui prend cette décision. Dans ce cas, on convoque un congrès. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas pour ou contre que les choses se fassent ou ne se fassent pas, mais que ça puisse se faire dans les règles. Vous savez, je suis très légaliste et je suis démocrate. Voilà. Légaliste et démocrate, entre-temps, Tati Mabiala peut continuer, en fait, à ternir l'image de son parti et en même temps à donner ce spectacle macabre à un pays, à l'opposition congolaise, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui n'honore personne. Je pense pas que vous soyez fier aujourd'hui de votre parti. Non, je ne suis pas fier. Et il a pas. J'entends ce que vous dites, mais il appartient aussi aux autres, c'est-à-dire les autres membres du secrétariat national. Moi, j'aimerais aussi les entendre. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation du parti aujourd'hui? Ah ben, ils sont bien au chaud, donc ils auront leur part du gâteau, donc ils n'ont pas besoin de s'exprimer pour ça. Je ne crois pas que tous puissent avoir je ne sais quoi, mais j'aimerais quand même entendre ces membres du secrétariat national, du bureau politique, par rapport à la situation du parti. Et qu'ils soient à l'écoute des militants et qu'ils tirent les conséquences de l'élection du 20 mars. Peu importe ce qu'on pense de cette élection, mais la débâcle du parti dans son fief et même dans le Kwilu, parce que le Kwilu était quand même un territoire partagé entre l'UPADES et le RDPS. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors on ne peut pas reprocher la gestion de type monarchique du pouvoir de Sassou et être nous-mêmes à l'UPADES dans une espèce de gestion monarchique. Est-ce que du fait qu'il y ait des voix, pour l'instant c'est vrai que Tati Mabiala rétorque toujours que l'UPADES n'est pas dirigé de Paris, Paris peut crier, faire tout ce qu'on veut, à la limite c'est pas un problème. Or sur place au Congo en fait tout le monde souhaitait, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une complicité de fait
entre les membres du bureau national, du secrétariat national, et son président ou son secrétaire, son premier secrétaire, parce qu'on se rend bien compte qu'au Congo, tout le monde s'est quasiment tué. Ceux qui parlent de Paris sont indexés. Vous, aujourd'hui, on vous comprend très bien que vous voulez ménager le secrétariat national et son premier secrétaire, mais on voit quand même que les gens attendent qu'il y ait une position forte de Paris. Or, cette position forte, on l'a vu pendant que la coordination a pris position en disant, mais voilà, la chose qui est faite à Brazzaville, ce n'est pas normal et qu'il faut rester dans une cohérence avec toute l'opposition. Là, on vous entend, vous aussi, mais en même temps, bah, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Je ne pense pas que ce soit mi-figue, mi-raisin. Sur le plan national, la première réaction lorsque le secrétariat national a demandé aux militants de prendre acte des résultats et de se préparer pour les élections législatives, la première réaction est quand même venue de la fédération de la Likwala, suivie par la fédération de la Sangha. Donc même sur le plan national, il y a des voix qui se lèvent. Lorsque l'UPADES France réagit, nous ne faisons que emboîter le pas à ce qui se passait déjà au Congo. Il y a eu des réunions au niveau de la fédération du Kwilu où les militants ont demandé très clairement aux responsables de rester dans la ligne droite du congrès de 2013. Donc nous ne sommes ni une fronde, ni je ne sais pas quelle forme d'opposition au secrétariat national. Tout ce que nous demandons, c'est que le secrétariat national reste dans la dynamique qui a été celle de l'UPADES jusqu'à aujourd'hui. On va terminer cet entretien. Didier Mouini-Volo, Bédiel Baona, une dernière question. Oui, une dernière question, monsieur Didier Mouini-Volo. Qu'est-ce qui différencie l'UPADES du MCDDI, par exemple? Est-ce que vous pouvez me le dire en quelques mots? Sur quelle base? Sur la base politique, sur une base politique évidemment. Qu'est-ce qui pourrait différencier l'UPADES du MCDDI, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait ou qu'est-ce qui différencie? Bon, employons le conditionnel. Qu'est-ce qui pourrait, d'accord. Différencier pour vous donner l'occasion, voilà, quelques éléments de réponse si vous le voulez bien. Alors, je ne parlerai pas de l'idéologie du MCDDI, mais je me limiterai au niveau de mon parti. L'UPADES est un parti social-démocrate dont l'objectif premier est la reconquête et l'exercice du pouvoir pour apporter aux Congolais le bien-être matériel, le bien-être social et même le bien-être psychique, puisqu'on sait très bien, dans une situation de crise, il y a aussi des atteintes psychiques auprès des populations. Je ne serais pas étonné que si demain, le Congo retrouve ses lettres de noblesse, en tout cas en termes de développement économique, qu'on se retrouve avec une partie de la population dans des situations de handicap, parce que ne sous-estimons pas les gens qui souffrent, ceux qui sont victimes de violences, qui aujourd'hui ne peuvent pas s'exprimer, sinon que rechercher le pain quotidien. Et le jour où le bien-être est là, évidemment, il risque de replonger dans des pathologies psychiques. L'UPADES a pour but de développer l'économie congolaise. Mais ça, c'est le but de tous les partis politiques. J'en arrive. Voilà. Mais oui. Bon, maintenant, sur le plan de la philosophie, par exemple, qu'est-ce qui pourrait différencier l'UPADES du MCDDI? Mais parce que l'UPADES... Même du PCT, si on peut aussi aller un peu mais parce plus loin. que c'est l'idéologie social-démocrate, et d'ailleurs la question m'a été posée par des Congolais sur Internet, que finalement si vous êtes social-démocrate, donc vous êtes comme le PCT. J'ai dit, à la différence, c'est que la social-démocratie de l'UPADES a été, en tout cas dans les prémices mise en œuvre par Lissouba, ce que le PCT a bricolé sous forme de municipalisation accélérée, c'était le développement régional prôné par Pascal Lissouba, où Pascal Lissouba avait pour objectif de développer chaque région en fonction de ses capacités propres. Aujourd'hui encore, je suis très sévère quand on voit que le Kwilu qui produit le pétrole, ce qui correspond à peu près à 69% du produit intérieur brut, soit un département, notamment la ville de Pointe-Noire, une ville aussi sale. Et le projet de l'UPADES, c'était que chaque département puisse recevoir en retour un investissement à la hauteur du PIB créé. Ça, c'est une des différences énormes entre l'UPADES et les autres partis politiques. Arsène Poitier. Alors, on ne refera plus l'histoire, parce que Pascal Lissouba, on ne va pas dire que c'est devenu un homme du passé, pour reprendre ce que disait François Mitterrand à un moment donné, mais il restera toujours dans le cœur des gens de l'UPADES. Mais moi, je vais revenir sur une notion. Vous avez dit que vous étiez un démocrate. Et durant cet entretien, vous avez fui la démocratie. Je vais m'expliquer.
vous n'avez pas fait de la démocratie, mais beaucoup plus aussi, vous avez installé cette monarchie que nous dénonçons depuis longtemps. Je m'explique. Comment pouvez-vous expliquer que votre légitimité en tant que secrétaire, au bureau national, tout le reste, cette légitimité vient du peuple? Donc ça veut dire ceci, que ce mandat-là, cette confiance-là, c'est un peuple qui vous a dit, voilà, dirigez, prenez notre idée, mais travaillez sur notre bien-être. Sauf que les qualiticiens parleraient de la satisfaction client. Mais moi, je dirais la satisfaction du peuple. Chose qu'aujourd'hui, l'UPADES est incapable ou a été incapable de proposer. Par contre, au niveau de la responsabilité, parce que quand nous injurions Denis Sassou Nguesso sur les réseaux sociaux, c'est en fait, c'est pas l'homme en tant que tel que nous dénonçons, mais c'est beaucoup plus la pratique. Ce qu'il a fait du pouvoir, de la confiance que le peuple lui a donnée et le produit, c'est-à-dire de la difficulté politique, sociale et économique que nous dénonçons. Ça veut dire que c'est là où on demande au chef de l'État, donc Sassou Nguesso et son équipe, de prendre les responsabilités. Comment vous, qui avez reçu mandat au sein de vos partis, vous êtes incapable d'assumer une responsabilité, d'avouer, de dire « moi j'ai commis une faute, je ne suis pas capable, ce que j'avais pris lors du congrès comme engagement et je ne l'ai pas réalisé, alors je tire les conclusions et je démissionne ». Ça, c'est la première proposition. Personne ne le fait. Ça, c'est d'abord au niveau individuel. Maintenant, au niveau collectif, vos mandats, vous savez que secrétaire de bureau national, secrétaire chargé aux élections, secrétaire chargé d'aller voir ça sous la nuit, tout cet ensemble-là ne peuvent pas, devaient prendre des responsabilités en disant, déjà, nous avons échoué aux élections présidentielles, donc vous avez échoué, arrêtez, démissionnez, donnez la place aux autres. Vous avez dit que c'est toujours les mêmes du PCT, c'est la machine du PCT qui est au pouvoir, mais c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'on constate? Ça veut dire qu'on peut tirer des vraies conclusions. C'est que tous ces aînés qui sont là, ça se tient sur deux choses. Un, l'argent pour maintenir leur train de vie. Et deux, l'autorisation de quitter le territoire pour venir se faire soigner ici. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'espoir de l'UPADES, serez-vous capable, aurez-vous le courage de dire les responsables, il y a eu un mandat, le travail est là, l'UPADES est en crise. Moi, je ne dirais pas en crise, mais une vraie tempête. Alors, est-ce que les responsables de l'UPADES, le bureau national, ne peut pas tirer les vraies décisions, les vraies conclusions? Monsieur Moni Volo, qui est un légaliste, va vous répondre en toute légalité, en fait. Si les choses étaient aussi faciles, ça se saurait. Tout à l'heure, je vous ai dit que Tati Mabiala a été élu pour un mandat de 4 ans. Soit les institutions du parti se mettent en œuvre et disent, voilà, nous en tant que commission de telle ou telle chargée de telle ou telle situation, nous prenons la décision pour telle ou telle chose. Après, le deuxième choix, c'est de se dire, Tati Mabiala va jusqu'à la fin de son mandat, il lui appartient d'être candidat ou pas. C'est aussi ça la démocratie. Vous savez, Churchill disait, c'est le moins mauvais des systèmes politiques. Non, voilà. Pourquoi? Parce que même s'il y a des difficultés, il y a des choses, il y a des mécontentements, mais au moins, ça garantit le respect de l'autre. Donc, demander à Tati Mabiala de partir aujourd'hui, mais cela lui appartient. Il a un mandat jusqu'en 2017. Il lui appartient de dire, écoutez, mon objectif c'était l'élection présidentielle, comme tout leader politique. Je n'ai pas pu, je me retire, ou sinon, je reste. Il appartiendra aux militants, au prochain congrès, de dire qu'est-ce qu'il faut. Un pilote d'avion qui ferait cracher un avion doit continuer de piloter les avions parce que, voilà, il a fait des études pour, c'est parce qu'il a un diplôme pour, donc la compagnie ne doit pas le sanctionner. On n'est pas dans le même cas de figure. C'est pas un exemple. Non. Ce qui est difficile, mais je peux vous prendre un exemple. Je vais juste ajouter que le pilote a été bourré. Mais cet exemple transposé dans la politique, ça pose problème. Maintenant, la question essentielle que je trouve dans l'analyse d'Arsène, c'est cette question de l'alternance générationnelle. Mais si vous regardez sur les réseaux sociaux, je suis moi-même le champion de l'alternance générationnelle. Et j'ai fait une conférence avec des jeunes Congolais qui se demandaient qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. Et je leur ai dit que nos aînés ont été formés dans 2 écoles. Soit l'école coloniale, soit l'école supérieure du parti, l'école du PCT. Et dans ces 2 écoles, ils n'ont pas été préparés à gérer des États dans le sens large de type moderne.
Donc leur cerveau n'est pas préparé. Vous changez qui vous voulez à la place de Sassou. De cette génération, on ne va pas s'en sortir. Ils sont très peu. Et d'ailleurs, ceux qui étaient capables de le faire ne sont plus en activité aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il faut peut-être aller vers une alternance générationnelle, puisque c'est les générations d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui peuvent peut-être apporter quelque chose. Mais cela suppose que la génération qui est la nôtre puisse prendre conscience et travailler avec la génération qui précédait dans le passage de témoins. Or, ce qui est quand même étonnant quand on voit la génération d'aujourd'hui, ils sont contents de tenir les mallettes, les sacs ou les pare-feuilles de la génération qui nous a précédés. C'est un combat qui, je ne sais pas si les gens se souviennent de cette pièce de théâtre que j'aime bien, La marmite de Kokamba. Donc, est-ce que nous voulons que les choses changent au Congo? Oui. Eh bien, est-ce que la génération qui nous a précédés, c'est encore la génération de l'indépendance? Denis Sassou Nguesso, c'est les premiers cadres du Congo. Si vous prenez les Tchatima Biala, les Kolela, sont parmi les gens que le Congo forme quand on sort des indépendances. Donc il nous faut une autre génération au pouvoir, mais il faut que cette génération prenne conscience de la gravité des faits, de la gravité de ce qui se passe et dire nous sommes capables. Pour terminer, je voudrais dire aux Congolais, et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Marien Ngouabi a pris le pouvoir, il n'avait même pas 40 ans. Il devait avoir quoi, 37 ans? Ça, c'est nous qui le pensons. Mais à l'époque, déjà, Sassou lui-même, même dans son livre, voilà. il parlait vrai, ne sait pas son âge. Il le dit, Enfin, Sassou, je ne connais pas mon âge. Donc même pour Marien Ngouabi, nous ne savons pas quelle est son année de naissance exacte. Ça, c'est nous qui le pensons. D'accord, je termine. Vous prenez Marien Ngouabi, Yombi Opango et Sassou Nguesso, sont arrivés au pouvoir très jeunes, même s'ils ont mal géré le Congo, mais ils ont eu le courage d'arriver au pouvoir très jeune et sans une expérience du pouvoir, sans avoir, il faut même dire, les diplômes que de nombreux Congolais ont aujourd'hui, peu importe le domaine. Et voilà qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, qui est très informée de ce qui se passe dans le monde, qui est bien formée dans les grandes universités, ne se dit pas capable de prendre le pouvoir. Il faut une révolution générationnelle aussi. Ce n'est pas seulement une révolution politique pour faire partir Sassou, mais c'est toute une génération, c'est toute une mécanique qu'il faut changer au Congo. Et ce n'est que là, on pourra commencer à jeter les véritables bases de notre progrès, pour ne pas parler de développement, mais de notre progrès social, économique, humain. Donc voilà. Didier Mounier-Volo, merci déjà d'avoir accepté ce moment d'entretien. Je pense que ceux qui nous écoutent, chacun tirera des bonnes analyses de ce que vous avez dit, mais nous pouvons retenir deux choses. La première, c'est que vous restez un membre important et fidèle à l'UPADES, et aujourd'hui, vous ne désavouez pas en fait le travail qui a été fait par M. Tchatima Biala, puisque vous nous dites clairement que vous ne le soutenez pas, mais en même temps, vous ne le désavouez pas. À ce moment-là, chacun en tirera les conséquences. C'est un commentaire par rapport à ça. Attention, je ne vais pas jusqu'à dire que je ne le désavoue pas. Je dis qu'il est responsable politique, il lui appartient de tirer les leçons. Il est très critique vis-à-vis de Sassou. Il peut prendre tout le temps qu'il peut prendre aussi. En plus, c'est un temps légal qui est celui de son mandat. Donc il peut rester dans cette légalité. La question de la conscience politique est fondamentale. Oui. Ce que je reproche au pouvoir, est-ce que moi-même je dois faire la même chose? Moi, c'est tout ce que je demande à nos responsables politiques. Si je reproche des choses à Sassou Nguesso par rapport à son comportement, et ce que je fais moi-même, ce que dit la Bible, ne vous contentez pas d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil du voisin, mais il faut aussi regarder la poutre qui se trouve dans notre propre œil. Donc il appartient au premier secrétaire du parti de tirer toutes les leçons. Il est homme politique, quand on a dit ça, il a tout compris. Voilà, il est assez grand pour comprendre tout seul, donc on n'a pas besoin pour nous autres d'en rajouter. Tout simplement, ma dernière question serait la suivante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, votre premier secrétaire national est un modèle pour les militants de l'UPADES? Ils doivent continuer en fait à se dire, voilà, cet homme qui nous a fait confiance va nous emmener vers la conquête du pouvoir, ou bien il devrait toujours continuer à suivre les idéaux d'un autre Pascal, le plus célèbre d'entre eux. Bon, je ne pense pas que le parallèle soit juste, mais moi je me revendique comme disciple de Lissouba. Pascal, restons dans les Pascal tout simplement. Et je pense que de nombreux militants aujourd'hui se revendiquent encore
du professeur Pascal Lissouba. Ils pourront toujours demain se revendiquer d'un responsable du parti, mais il faut que ce soit quelqu'un qui aurait fait ses preuves. Est-ce que vous aurez aujourd'hui un appel en fait à lancer sur les militants ou encore aux responsables aujourd'hui? Vous l'avez entendu, vous l'avez dit d'une manière assez succincte par rapport au secrétariat national. Est-ce qu'aujourd'hui vous aurez un appel? On rentre dans une période estivale, les choses vont plus ou moins se tasser. Est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à lancer en fait à ce parti pour lequel vous voyez qu'aujourd'hui vous donnez un peu de vous-même? Si j'ai une chose à dire aux militants, c'est de rappeler pourquoi Lissouba a créé l'UPADS. Pour ceux qui étaient au Congo en ce moment-là, ils ont bien vu qu'il y avait toute une compétition autour de Lissouba. De nombreux partis attendaient que Lissouba intègre leur mouvement. Et c'était d'ailleurs pour mettre tout le monde d'accord, comme diraient certains, pour que tout le monde soit autour de lui. Il a été amené à créer un parti politique. On se rappelle de Tister, on se rappelle de Pierre Nzé, donc il y avait pas mal des leaders politiques à l'époque qui le suivaient. Je dis à nos militants de ne pas désespérer. En politique, il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours garder la foi et toujours rester en alerte et savoir interpréter les événements politiques. Ceux qui sont en contact avec moi le savent, que nous avons eu des événements politiques au Congo pendant les manifestations pour lesquelles j'ai dit à certains, c'est là le moment. Et tout militant, tout responsable politique doit savoir saisir le moment idéal pour créer l'événement. Sassou est comme tous les mortels, il partira un jour. Mais est-ce que nous serons suffisamment prêts ce jour-là pour relever le défi? Et pour être prêts, il faut déjà travailler aujourd'hui. Continuons le travail que nous sommes en train de faire. Au niveau de la diaspora, je suis fier de tous les Congolais, tous travaillent. Et donc, gardez foi en ce que vous faites et sachez que la crise que le parti peut traverser plutôt aujourd'hui finira un jour et que nous aurons à la tête des gens réellement conscients de la situation du Congo, des gens sincères et déterminés pour que l'UPADS dirige encore une fois de plus ce pays et nous amène vers des meilleurs lendemains. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci à notre invité, monsieur Didier Mouini-Ivolo. Je rappelle donc que vous êtes premier secrétaire de la section Paris-Île-de-France de l'UPADS. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité. Merci, Bédiel Baouna, et bonnes vacances. À vous aussi. Arsène Poitiers, encore merci. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, donc je vous disais dès le départ de cette émission que c'était notre dernière émission pour la saison 2016. En attendant qu'on se retrouve à la rentrée, merci pour vous qui avez suivi ces moments assez intenses d'échange avec nos politiques, jeunes comme anciens. Merci pour votre fidélité. Merci surtout à nos Kumungakoso, pardon, pour tout le travail qui a été fait. Merci à vous aussi pour tout ce que vous faites aujourd'hui pour encourager Ziana TV, pour que ces contenus que nous vous proposons puissent contribuer à cette démocratie que nous voulons tous bâtir et construire pour notre pays. Merci surtout aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui sont attentifs à ces différents moments d'expression libre. Eh bien oui, c'est ça un peu la marque Ziana TV, s'exprimer librement et parler de notre pays, puisque nous voulons tous qu'il puisse avancer. Portez-vous bien, passez de bonnes vacances, on se retrouvera à la rentrée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.